Le Reich allemand est un projet européen. En Russie, par exemple, ils avaient des tendances à encercler toute une région, à avancer et à tout massacrer et à tout tuer. Je vous rappelle que la Pologne, par exemple, a perdu un habitant sur 6. Et Oradour-sur-Glane fait partie de ces massacres. Donc effectivement, ces unités allemandes qui étaient stationnées dans le sud de la France ont eu comme objectif de casser les poches de résistance. Ces poches de résistance les empêchaient d'avancer. Il fallait aussi casser la complicité et l'aide que les populations civiles apportaient. Donc comment faire? C'est un système très classique. On répand la terreur dans la population civile. Et donc on massacre en avançant, c'est ce qu'elle a fait. Donc on ne va pas aider les quelques résistants parce qu'on a peur que tout le village en pâtisse. Oradour est un symbole parmi d'autres, de massacre en Europe. Bon, je m'appelle Robert Ebras. À ce jour, je suis le dernier survivant du drame. Je suis un des 6 survivants. 5 hommes qui ont survécu de la Grange Lodi et une dame, Madame Roufange, qui a survécu de l'église. Dans ma famille, j'ai perdu ma maman et 2 sœurs. Tous les habitants, mes voisins et tout ça, ce jour-là, ils ont tous disparu en même temps. C'est 642 victimes quand même. Et sur 642 victimes, ce n'est que 52 corps identifiés. Le reste, c'est des cendres et des ossements. Je suis né dans le village d'Oradour. Alors mon village était un village rural qui n'a pas souffert de la guerre, où tout le monde, pendant la guerre, a pratiquement mangé à sa faim. Moi, j'avais 19 ans. Je travaillais à Limoges. Je prenais le tram le matin à 7 h et je rentrais le soir à 19 h, quoi. On travaillait 6 jours sur 7. La sortie du dimanche, c'était le vélo. Et puis on avait une petite équipe de foot et on jouait au foot. C'était la vie courante. Il y avait un petit peu de cinéma ambulant qui passait tous les mois à peu près. C'était un village très, très vivant, très actif. Il y avait beaucoup de commerçants. Mes parents n'habitaient pas le bourg même d'Oradour, mais un village de la commune d'Oradour à 2 km d'Oradour. En 1944, le 10 juin, je venais d'avoir 19 ans et je travaillais à Limoges. Et tous les samedis soirs, je rentrais à Oradour chez mes parents. Et donc, le 10 juin, comme les autres samedis, je suis allé prendre le tramway qui me permettait d'arriver à Oradour-sur-Glane. Alors, ce qui s'est passé, c'était un samedi. Il fait très chaud. Le matin, chacun est à son travail, fait ses courses. Et à 14 h, la troupe arrive. Moi, je vois passer des soldats, enfin, en véhicule, qui traversent le village, qui s'arrêtent en haut du village, mais lorsque je les vois passer, moi déjà je n'ai pas peur, parce que moi je vois les Allemands tous les jours à Limoges. Dans la direction qu'ils prennent, Oradour c'est 4 jours après le débarquement, pour moi ils prennent la direction du front de Normandie. La veille à Tulle, il y avait 99 hommes qui ont été pendus, on ne le savait pas, il n'y avait pas d'informations qui ont mis hier aujourd'hui. Donc on ne savait même pas ce qui s'était passé. Les véhicules redescendent, 2 soldats descendent et demandent à la population d'aller au rassemblement sur la place. Alors il n'y a pas de difficulté parce que toute la population est dans la rue. Moi je vois encore ma maman qui est sortie avec son assiette, son torchon, elle devait faire sa vaisselle. Ma mère c'est les dernières paroles que nous avons eues ensemble d'ailleurs, elle m'a dit « t'aurais dû te cacher parce qu'ils vont t'amener en Allemagne ». Que je lui ai répondu « t'inquiète pas, je suis en règle ». Puis j'ai rejoint les copains, j'ai vu personne s'inquiéter. Les soldats n'étaient pas agressifs, il n'y avait rien qui présage quoi que ce soit. À un moment donné, des soldats passent dans la foule, séparent les femmes et les enfants qu'il faut mettre d'un côté, les hommes de l'autre. Les femmes et les enfants sont. Et nous les hommes, on nous fait mettre sur le trottoir de gauche, en nous donnant l'ordre de nous mettre face au mur. À partir de là, il y a un soldat qui demande au maire de se présenter. Le maire se présente. Ce soldat en français lui demande de désigner des otages. Ça a été très vite. Après, on nous a demandé si on avait des armes. On nous a dit dans le village, il y a des armes. Nous allons les rechercher. Et ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés.
Ça a été le soulagement général. Je vois encore le boulanger qui s'inquiète pour son pain, l'agriculteur pour ses vaches, enfin. Chacun pense à son travail et ne pense pas à la mort. Et de là, ils font 4 groupes qui dirigent dans divers lieux. Le premier groupe va dans le Chédeny, le deuxième, ce qu'on appelle le garage Poutard, le troisième, le garage des Orteaux, et le quatrième groupe où je me trouve, c'est la Grande Roudy. Et ils ne nous comptent pas, c'est des groupes qui font comme ça au hasard. Et mon groupe, très important. Et là, on est conduit par 5 soldats qui ont les mitrailleuses à l'épaule, 2 autres qui ont les munitions autour du cou. Et on nous conduit dans la Grande Roudy aussi calmement, sans bruit, sans cri, sans rien du tout. Il n'y a pas un coup de feu qui est tiré jusqu'à ce moment-là. Aucun adulte, aucun ancien, parce qu'il y avait quand même des hommes qui avaient fait la guerre 14, la Grande Guerre. Je n'ai jamais vu ces hommes craindre quoi que ce soit. Donc on est amené dans cette grange, il fait très chaud, on s'assoit dans le foin et on discute de choses et d'autres. On devait discuter de ce qu'on allait faire le dimanche. Et au bout d'un moment, il y a un des soldats qui fait le tour du groupe et qui nous fait signe. On se lève. Et le temps qu'ils reviennent à l'entrée de la grange, il y a une détonation dans le village, c'est la fusillade. Alors je vous en passe, la fusillade, c'est difficile à vous expliquer. Bon. Pourquoi je suis là, je ne sais pas. Pourquoi mon meilleur ami est mort, pourquoi moi je suis là, je ne sais pas. Quand la fusillade s'arrête, ils montent sur nous, sur les corps et sur les mourants. Et ils achèvent tous ceux qui voyaient qui ont encore moins de vie. Et moi, je me trouvais sous les autres. Et ensuite, on nous couvre de tout ce qui peut brûler, de foin, de paille qu'il y a dans la grange. Et on les entend partir. Si je dis on les entend partir, c'est que tout le monde n'est pas mort. C'est difficile à vous expliquer ce qui se passe dans des moments comme ça. Et puis moi, sous les autres, je me dis, quand il va faire nuit, je vais pouvoir m'en aller, parce qu'ils étaient partis. Puis ils reviennent, et à ce moment-là, ils mettent le feu sur nous. Alors quand le feu m'atteint, j'ai pas le choix. Ou je meurs brûlé vif, ou je sors, je suis persuadé que je vais mourir, mais je ne veux pas mourir brûlé vif. Déjà, ça commence à me brûler à plusieurs endroits, mes cheveux, tout. Donc je ressors de dessous les autres comme je peux. Les soldats ne sont plus devant la porte. Au fond de la grange, il y a une petite porte. J'ai pris cette porte. C'est une course sans issue. À ce moment-là, je suis seul. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je suis revenu sur mes pas dans la fumée et sur les autres. Je me suis caché dans les étables et les granges qu'il y a à côté. Les Allemands étaient à Oradour depuis le début de l'après-midi. Avant d'arriver à la Glane, les SS ont arrêté le tramway. On voyait de l'autre côté de la Glane l'église en flammes. La flèche du clocher était tombée. Il y avait plein de soldats à droite et à gauche. Au bout d'un moment, un SS est venu et il a dit les voyageurs pour Oradour doivent descendre. Moi, je suis descendu, plusieurs personnes sont descendues, mais après avoir traversé la cour de la ferme, ils nous ont arrêtés là, dans un champ. Il y avait un groupe qui était en train de creuser. Un de ceux qui creusaient est venu et nous a compté et reparti. Alors évidemment, ça nous a semblé bizarre. Le SS est venu vers nous. De toute façon, il n'y a plus personne de vivant dans Oradour. Alors là, ça fait froid dans le dos. À ce moment-là, vraiment, moi j'ai pensé qu'ils allaient nous tuer. Voilà un officier qui arrive. Je me suis précipité vers cet officier. Je lui montre ma carte. Je lui dis, nous ne sommes pas d'Oradour, nous sommes de Limoges. Voyez mon adresse. Il a dit, pas pire. Alors tout le monde a sorti sa carte d'identité, mais il n'a même pas regardé. Il a dit « Raust ». On a compris qu'on pouvait partir, alors nous sommes partis dans la direction opposée à Oradour. Et puis à un moment donné, j'ai entendu parler français, j'ai retrouvé les 4 autres, donc on s'est retrouvés aux alentours de 16h. Entre 16h et 19h, on s'est préservé et des soldats et du feu. Il y avait le feu partout et à 19h, on est obligé quand même de partir. C'est difficile à imaginer qu'on tue des hommes sans raison. Dans ma tête, ils ont emmené les femmes pour qu'elles ne voient pas l'exécution des hommes. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et je rejoins mon père chez ma sœur aînée, le lendemain soir,
où j'ai trouvé mon père, et c'est à ce moment-là que mon père est parti à vélo et est venu jusqu'à Oradour et a vu dans l'église ce qui s'était passé. Et c'est à ce moment-là, quand il est revenu, qu'il m'a appris que les femmes et les enfants étaient morts, brûlés dans l'église. Quand nous sommes arrivés au village qui s'appelle Les Bordes, eh bien, les gens étaient tous sur le pas de la porte, et il faisait très chaud, ils se sont précipités vers nous. « Ah, enfin, quelqu'un qui vient d'Oradour, qu'est-ce qui se passe? Où sont nos petits qui ne sont pas rentrés de l'école ?» Alors nous leur avons dit, ben non, nous ne venons pas d'Oradour, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous avons attendu le lendemain matin pour entrer dans Oradour. Et il y avait un monsieur qui venait de Paris, il avait amené ses deux fils à Oradour chez des amis pour qu'ils soient à l'abri des bombardements qui avaient lieu sur la région parisienne. Lui, il a dit, moi, je vais à Oradour. Alors, moi, j'ai dit, ben, je vais avec vous parce que je voulais voir qui était vivant chez moi. Et quand on est entré dans Oradour, ben, c'était vraiment une vision, c'était incroyable parce que c'était que des ruines fumantes. Il y avait des poutres, des gravats jusqu'au milieu de la chaussée. Il y avait encore les pots de fleurs sur les fenêtres. Il y avait encore des marmites accrochées à la crémaillère dans les cheminées. Et on avançait au milieu de tout ça, et je me disais, mais c'est pas possible, mais je vais bien voir une maison intacte, je vais bien voir un visage familier, quelque chose, quelqu'un. Non, il y avait pas de vie, il n'y avait rien. Et quand je suis arrivée au carrefour, là devant le gros chêne, et en face de la maison de mon oncle et ma tante, ben, là aussi la maison elle était brûlée, et eux, où est-ce qu'ils étaient, je ne savais pas. Tout à côté de l'église habitait mon grand-père. Toutes les maisons étaient brûlées, étaient éventrées. Et le dimanche après-midi, on a découvert les cadavres dans l'église. Les cadavres des femmes et des enfants, et on a aussi trouvé Madame Roufange qui s'était échappée de l'église et qui était la seule survivante, qui s'était cachée dans le jardin du presbytère là, où elle avait passé la nuit, et quand elle avait entendu des gens qui parlaient patois, elle avait appelé au secours. Je suis revenu à Oradour, mon père m'a ramené le samedi suivant, parce que, je ne sais pas si vous imaginez, mes habits étaient rouges du sang des autres, j'avais pas d'habits. On m'a ramené parce qu'il y avait le Secours National qui était là. On m'a donné des habits, et comme j'avais des blessures, il y avait des infirmières qui étaient là, qui m'ont fait des pansements. Alors les jours suivants, ça a été terrible parce que il y avait les autorités allemandes à Limoges qui n'ont pas autorisé les secouristes à venir déblayer avant le mardi suivant. Et c'est le mercredi qu'ils ont commencé à déblayer les ruines. Un jour, nous, on a cru reconnaître la montre de mon père parmi les cadavres qui étaient dans le garage Beaubreuil. Mais bon, elle était quand même déformée par le feu. On n'était pas absolument sûr que ce soit la montre de mon père, donc nous ne l'avons pas prise. Elle est dans le mémorial, là où il y a des urnes et où les objets qui ont été ramassés dans les ruines sont exposés. Je me sens presque coupable d'avoir survécu. C'est tellement difficile
à vivre, parce qu'on vit en permanence avec toute l'horreur de ces cadavres calcinés. Je pense que pour vous, c'est important d'imaginer ce qu'a été cette vie. Je considère que mon témoignage et mon travail de mémoire se terminent. Enfin, pratiquement tous les présidents, je me suis retrouvé avec eux. Je pense que vous avez vu les photos. C'est tous des moments qui sont très forts pour moi et qui ne sont pas spécialement faciles à vivre. Est-ce que ça pourrait se refaire? Je vous dis oui. Donc il ne faut pas être naïf. Le passé doit éclairer votre réflexion du présent et du futur. Je suis profondément déçu. Je revis un petit peu ce que j'ai vécu. Et malheureusement, vous le savez, des jeunes comme vous qui vont faire la guerre pour un idéal qu'ils n'ont même pas souvent. Il faut être très vigilant, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que des Oradours, ils s'en passent tous les jours, aujourd'hui. Il y a des enfants et des femmes qui meurent tous les jours.